Pourquoi utiliser cette technique traditionnelle chinoise? Pourquoi pas une autre façon de vous exprimer? Ben, cette technique, moi je l'ai découverte quand j'étais encore étudiant à travers la lecture notamment de François Cheng et d'auteurs qui rendent accessibles aux Occidentaux toutes les notions orientales de la peinture. Moi, ce qui m'a fasciné, c'est donc cette idée de considérer le trait dans la peinture chinoise. Le trait d'encre, c'est la séparation à la base entre le ciel et la terre. Donc c'est la ligne d'horizon, et en fait l'homme, le peintre, est vu comme un trait d'union. Et donc, à partir de cette notion de trait vivante, qui est fondamentalement opposée à la manière dont on le voit en Occident, c'est-à-dire que les dessins ne sont pas construits, ce sont que des improvisations, il n'y a jamais de dessin préparatoire, et en fait le trait d'encre est perçu comme quelque chose qui est autonome. Donc il n'y a pas la notion d'erreur qui peut exister en peinture occidentale. Là, c'est vraiment tout un travail de concentration qui a aussi à voir, bien sûr, avec la méditation, et qui développe en fait un rapport cosmique au monde. Voilà, donc c'est la base de cette technique que je me suis appropriée, mais que j'ai détournée. C'est-à-dire que j'utilise cette technique, mais sans respecter les règles, parce que je ne suis pas un peintre chinois. C'est en ça que je ne serais pas comme une Fabienne Verdier, par exemple, qui, elle, avant d'appliquer ces techniques à l'art contemporain, est vraiment devenue une peintre chinoise. Moi, je suis partie à l'inverse de ça. J'ai choisi de me forger avec ces principes philosophiques, mais tout de suite dans une appropriation, dans un travail de trait qui m'est propre. Est-ce que vous vivez de votre passion? Oui, ben c'est un choix que j'ai fait à la base, de me consacrer seulement à ça. Alors avec toutes les difficultés qu'on imagine, les difficultés étant que le métier d'artiste, malheureusement, ce n'est pas, dans mon cas, que dessiner, c'est communiquer énormément, c'est énormément de logistique, c'est tout un travail en fait qu'on ne nous apprend pas dans les écoles, travail de communication, travail de promotion, travail de marketing. Donc tout ça, c'est un ensemble il faut un certain temps pour pouvoir construire tout ça. Mais j'ai appris et j'apprends encore à faire ça avec des structures qui peuvent être des structures privées comme les différentes galeries avec lesquelles je travaille, ou avec des structures publiques, à savoir les instituts français, les alliances françaises, qui ont été souvent des partenaires importants dans ma démarche. Et donc, oui, je vis de ça, avec tous les aléas qu'on connaît, mais ça fonctionne de mieux en mieux. Alors prochainement, vous allez repartir du moins à New York, à Bombay, faire un nouveau petit tour du monde. Alors quels sont vos projets? Expliquez-nous ce que vous allez y faire. Alors la base de ce projet, c'est un projet qui prend corps entre la Havane et New York, parce que cette démarche, ce projet-là particulier, c'est une sorte d'hommage rendu à l'écrivain cubain Reynaldo Arenas, qui a vécu, qui était homosexuel, anticastriste, qui a vécu la répression au moment où elle était la plus dure dans les années 80, donc sous le régime castriste, et puis qui a vécu les 10 dernières années de sa vie en exil à New York, où il est mort en 90. Et en fait, il y a quelques années, j'ai reçu l'aide à la création de la Drague de Franche-Comté pour ce projet, où en fait je me rends sur des lieux où a vécu l'auteur, ou des lieux qui sont décrits de manière obsessionnelle dans son œuvre, des lieux ou des symptômes, c'est-à-dire certains éléments comme les journaux. Donc je reprends tout ça et en fait j'interroge le présent de ces lieux, de ces éléments, à travers mon processus de travail. Mais c'est dans le cadre de cet hommage, bien sûr, qu'il est important à un moment donné de monter cette exposition à New York, qui s'appelle La couleur de l'été, du titre d'un fameux roman de Reynaldo Arenas. Et en fait, le départ de cette série d'expositions itinérantes, c'est New York, puisque c'est là où le poète est mort, et donc pour moi, symboliquement, c'est très important de réunir à la fois des dessins de la Havane réalisés au cours des 5 dernières années et des dessins de New York, avec la complicité de la galerie Céline Moine à Lyon, qui est ma galeriste française,
avec la complicité d'Abhishek Basu et de sa fondation d'art contemporain qui me représente en Inde, et puis avec la complicité des alliances françaises et des instituts français. Et donc New York est le point de départ de cette série d'expositions itinérantes qui va passer par Miami, c'est encore à confirmer, mais qui est à Bombay par contre en février, qui est ensuite à Dhaka et Chittagong au mois d'avril, qui va ensuite passer par l'Italie et qui va aller jusqu'au Japon au cours de l'année 2015. Donc c'est une série en fait d'expositions qui sont accompagnées de résidences. En fait l'exposition évolue au fur et à mesure. Moi je crée des œuvres en permanence qui vont moduler en fait le visage de cette expo au fur et à mesure des destinations et des lieux qui seront investis. D'accord. Et est-ce qu'à Besançon on a l'occasion de vous voir, de vous rencontrer? Alors à Besançon, il y aura cette année un clin d'œil au bain-douche en février où je vais présenter quelques œuvres. Ça se fera donc simultanément. Moi, je n'y serai pas physiquement parce que je serai à ce moment-là à Bombay. Et il y aura d'autres rendez-vous parce que il y a un projet naissant de faire revenir, probablement, je dirais en 2016, l'exposition à Besançon, bien sûr, puisque moi, c'est important pour moi de toujours garder le lien avec Besançon, qui est mon lieu d'origine et où beaucoup de gens, depuis de nombreuses années, me soutiennent et m'accompagnent dans tout ce travail. Merci Thomas Henriot.